euh, en- par des personnes assez averties en matière d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous serons vraiment édifiés par deux femmes toujours de la RDC. Nous allons commencer par la première. La deuxième, nous voudrions aussi qu'elle soit disponible parce que si le temps lui faisait défaut, il sera pour elle difficile de nous rejoindre. Mais nous sommes déjà avec la première, une dame très calée, Madame Deborah Nzarubara Florence. Elle est technicienne de développement rural en planification nationale et régionale. Elle est aussi fondatrice et directrice régionale de GRECOM RDC, donc Green Community Mind. Elle a bien mentionné qu'elle était mariée et mère de 5 enfants. Elle est âgée de 33 ans. Elle est experte en apiculture durable, c'est-à-dire qu'elle est experte en élevage des abeilles. Je sais qu'elle ne pourra pas permettre qu'aujourd'hui les abeilles puissent nous piquer dans cette réunion. Plutôt, elle va nous appeler, elle va nous apporter le deux-miel de son savoir ici. Et c'est par là que nous serons vraiment édifiés au courant de cette réunion. Alors, Madame Déborah, je sais que vous êtes déjà avec nous. Je vais vous laisser la place et vous avez au plus 20 minutes pour votre exposé. Bienvenue, Madame Déborah. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Comme vous l'aviez dit, je suis Madame Deborah Nzarubara. Je suis la directrice de l'entreprise Grecom Green Community Mind. Pour aujourd'hui, j'aimerais juste partager l'expérience que j'ai et surtout qui m'a été demandé de parler comment est-ce que j'intègre les ODD, les objectifs de développement durable, dans mon entreprise, étant donné que beaucoup de femmes entrepreneurs les prennent encore comme un slogan. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir comment nous, entreprise Grecom, de Madame de Bora, a pu quand même essayer de s'aligner derrière les ODD, dont les autres femmes aussi peuvent s'inspirer, voir comment ils peuvent mettre leurs projets aussi derrière les ODD. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça va? Vous le voyez très bien? Oui, Allô? oui, au revoir. Comme on l'a dit, c'est ma petite présentation qui je suis. Et je suis Madame Debois, comme vous l'aviez vu, et j'ai été aussi primée par maintes fois qu'on aura le temps d'en parler au fil du temps par rapport aux aspects écologiques que j'intègre suffisamment dans mes approches et surtout dans mon projet. Et l'apiculture, c'est une activité agroécologique, vraiment qui intègre tous les aspects écologiques. Et c'est comme ça comme nous travaillons. Dans les contextes dont je voulais vous parler, on doit savoir qu'une femme sur 10 vit dans l'extrême pauvreté, c'est l'ONU-Femmes. Et cette pauvreté est liée surtout de plusieurs inégalités que nous tous nous connaissons étant que des femmes. Et comme je le disais tantôt, beaucoup de femmes ne savent pas que le CESO d'aider, c'est une opportunité pour nous. Mais beaucoup de femmes ne l'ont pas encore intégré. Et quand on essaie d'en parler, les gens vraiment le prennent comme un slogan, le prennent juste comme un mot qui doivent apparaître dans différentes activités que nous faisons. Pourtant, s'y aligner, ça nous permet d'avoir des activités qui sont plus durables et qui contribuent efficacement au développement de la femme. Je vais vraiment partir des exemples concrets dont moi-même je suis actrice. Donc, quand nous travaillons, nous les femmes, nos entrepreneurs, nous contribuons efficacement à la création d'emplois et nous diminuons le taux de chômage, ce qui s'aligne directement sur l'ODD 1 qui stipule qu'il n'y aurait pas de pauvreté. Et tant que femmes, nous jouons sur ces points, et tant que femmes entrepreneurs, je précise, nous jouons sur ces points et nous créons réellement des emplois qui sont souvent plus inclusifs par rapport aux hommes. Et parce que moi, femme entrepreneur, quand j'emploie, je vais vraiment viser à ce qu'il y ait d'autres femmes comme moi qui doivent intégrer dans mon travail. Et là, ça va créer un équilibre entre les hommes et les femmes. Et à part cela, nous, les femmes entrepreneurs, nous sommes des mères.
En étant mère, donc, nous avons ce privilège d'avoir l'éducation, d'éduquer nos enfants dès le bas âge. En éduquant dès le bas âge, d'ailleurs, même dans le ventre. Ça permet à ce que cette femme que je suis, femme entrepreneur, je commence à donner à mon enfant l'éducation très tôt et ce qui va la permettre, même dans son avenir, d'avoir des projets, d'avoir même je peux dire des gestes qui doivent être louables par rapport aux projets de développement durable. C'est-à-dire, l'enfant que j'aurai, par exemple, je vais prendre l'exemple concret de ma fille. Pour le moment, elle est en vacances, mais elle fait déjà de l'entrepreneuriat. Et quand elle fait son entrepreneuriat, elle est partie en s'alignant derrière un objectif de développement durable qui est plus donc une consommation durable et une production durable dont elle fait je peux dire, des potagers autour de la maison. Et là, ça la permet d'avoir un peu donc ce sont des légumes avec la permaculture qu'elle essaie de faire pour qu'elle puisse avoir le légume en permanence, tout en sachant que le lendemain aussi existe. Donc, je ne dois pas juste produire aujourd'hui en oubliant que demain existe. Et ça entre dans un autre ODD 12 qui nous stipule une production durable et une consommation durable. Et c'est comme ça toujours dans le cas de l'accès à l'éducation de qualité que l'ODD numéro 4 nous implique. Nous essayons aussi à donner des formations aux femmes. Parce que avec nous, vous allez comprendre que les femmes, pour le moment en RDC, n'ont pas encore accès à une éducation de qualité avec l'analphabétisme qui est encore à une grande échelle. Beaucoup de femmes n'ont pas encore accès à une éducation. Mais avec nos approches, nous étant que femmes entrepreneurs, dans notre activité du quotidien, dans nos activités entrepreneuriales, donc la formation doit être aussi parmi les priorités, la formation de nos agents, la formation même de nous-mêmes, comme ça s'est fait avec le programme Away. C'est une opportunité que nous, les femmes entrepreneurs, nous devons saisir et les mettre vraiment en premier lieu parce que sans une éducation de qualité, comme le stipule l'ODD, le développement durable paraît aussi impossible. Donc, ça prouve en insuffisance que nous, les femmes entrepreneurs, nous avons dans nos activités, nous sommes obligés de nous aligner derrière un ou plusieurs objectifs de développement durable qui nous a été donné du 7 ODD, qui permet à ce que nous faisons nos activités non pas pour les LICR, non pas pour nous-mêmes, mais ces activités, nous devons le faire pour nous et pour la génération future. Et peut-être beaucoup de gens se demandent pourquoi toujours je dois être derrière ces ODD. Bien sûr, c'est une question importante parce qu'on a compris qu'à un certain moment, le pays, beaucoup de pays n'étaient que là, ils pouvaient produire, ils pouvaient faire des activités, même des grands projets, en voyant seulement les présents. Mais par après, les effets du présent ont eu un impact très négatif sur nous, ont eu un impact très négatif sur la génération future. Et cela, ça a permis à ce que tous ces pays, d'abord, ils se mettent ensemble et définissent réellement les grands points sur lesquels tout un pays, chaque pays doit s'aligner en vue que nous faisions des projets, que nous faisions des activités tout en s'alignant sur les 17 objectifs de développement durable que nous sommes en train de parler pour le moment. À part cela, il y a aussi l'égalité entre les sexes, qui est encore un grand défi pour nous, les femmes entrepreneurs, surtout en RDC, où l'égalité des sexes est encore loin d'être atteinte, mais avec certains modèles économiques étant que femmes entrepreneurs, nous devons intégrer chaque fois dans nos activités. Et cela, ça permet même de mettre même les femmes sur des grands postes de décision, comme moi-même. Je vais me prendre comme exemple, étant que Madame Deborah, je suis la directrice. Et là, ça me permet d'avoir une décision et de donner mon point de vue et savoir que je peux impacter d'une façon ou d'une autre sur telle ou telle autre décision qui a été prise. Et c'est ça ce que nous devons aussi faire dans nos entreprises étant que femmes entrepreneurs. Donc, ne mettons pas juste les hommes pour des postes de décision parce que on peut se dire peut-être cet homme sera plus souple, il n'a pas assez de difficultés comme moi pour me réveiller. Je dois voir les enfants et qu'on sort. Donc, je peux prendre peut-être un métier tel pour que ce métier pourra être souple, peut-être partir sur le terrain, partir tel ou tel autre part. Pour nous, les femmes entrepreneurs, en s'alignant derrière cet ODD, nous devons avoir cette égalité entre les sexes. Donc, ce que moi je fais, moi, femme, Madame Deborah, j'allais aussi sur le terrain en tant qu'homme, et les hommes, même.
Là, ça va permettre à ce que les femmes puissent avoir des décisions et aussi changer certains stéréotypes et certains mythes qui étaient derrière beaucoup d'activités, derrière beaucoup d'autres opportunités que nous, les femmes, nous devrions avoir, mais qu'on n'a pas pu saisir parce qu'on n'a pas pu intégrer cette ODD, cet objectif de développement durable dans nos activités. Et une autre façon d'intégrer, par exemple, l'ODD numéro 6, par exemple, nous, grâce à l'incubateur que nous avons plus des activités agroécologiques qui s'alignent derrière nos activités. Et là, nous mettons en compte vraiment l'hydrologie, la santé du sol et même nous faisons la restauration des sols dans nos richets. Comme vous aviez vu, moi, je suis dans l'apiculture, donc je fais l'élevage des abeilles. Et quand souvent on voit l'élevage des abeilles, les gens ont tendance à croire que je vais aller mettre juste mes abeilles dans un endroit où on ne cultive plus, où ça ne produit plus. Mais contrairement à ça, nous intégrons même l'agroécologie, nous intégrons même l'agroforesterie et la santé du sol qui a un impact aussi sur la biodiversité que nous essayons de sauvegarder en fait de nous aligner toujours sur l'objectif de développement durable. Et en plus de cela, nous faisons aussi, par exemple, le charbon écologique avec les femmes dont ma casquette, peut-être j'ai oublié de vous le dire. Je suis aussi la coordonnatrice de ACF, c'est une alliance communautaire pour l'entrepreneuriat féminin, qui est une structure qui encadre les femmes. Et là, nous leur invitons aussi à travailler donc, à tisser des opportunités derrière toujours ces objectifs de développement durable. Et là, on les fait avec les femmes dans les cas de déplacés pour le moment au Nord Kivu. Et là, ça permet à ce que ces femmes puissent faire des charbons écologiques. Ces charbons écologiques vont permettre directement à ce que ces femmes qui étaient souvent violées dans les parcs nationaux de Virunga à la recherche de bois de chauffage puissent avoir accès à l'énergie et puissent aussi réduire toutes les fréquences qu'ils faisaient pour aller dans le camp. Et là, ça leur permet aussi d'avoir la sécurité et avoir accès à une énergie propre à un coût moindre et aussi et éviter tout le bavure qu'ils pouvaient avoir tout au long de chemin pour chercher le bois de chauffe. Et cela, ça crée des opportunités d'emploi et la croissance économique durable et inclusive autour des femmes et aussi autour des jeunes. Parce que quand on parle de développement durable, on doit avoir toutes les couches, ça doit être inclusif. Et c'est là même que nous travaillons même avec les handicapés, donc les gens qui font les riches que vous connaissez pour élever les abeilles. Par exemple, ce sont des handicapés, ce sont des sourds-muets que nous intégrons dans notre approche en fait ils ont été formés pour faire le riche, ainsi que certains peuples autochtones, en fait d'être toujours derrière les objectifs de développement durable. À la fin, je vais parler peut-être de aussi comment est-ce que nous, les femmes, nous pouvons aussi intégrer certaines autres ODD que souvent nous pensons que ce n'est pas lié à nous. Je vais vous montrer que nous devons aller au-delà de nos limites, nous, les femmes entrepreneurs. Saisissons certaines. Moi, j'ai toujours dit, quand on parle d'un défi, pour moi, c'est une opportunité. Tout défi qu'on déclare, pour moi, c'est une opportunité que je dois capitaliser et en créer une source de revenus. Par exemple, concernant l'industrie, innovation et infrastructure, RECOM a mis sur place la digitalisation de l'apiculture, ce qu'on appelle New Tech, tel que vous le voyez. Donc, on a essayé aussi de digitaliser l'apiculture, quelque chose qui paraissait impossible, mais pour le moment, c'est possible. Et c'est qui nous a valu même le prix de la COP28 récemment. Et parce que on a essayé vraiment de voir tous les aspects agroécologiques qui regorgent l'apiculture, a priori, et l'insecte, l'abeille, et voir comment ça peut contribuer efficacement aux petits producteurs, en fait qu'eux aussi puissent s'aligner d'une manière ou d'une autre derrière les objectifs de développement durable, sur une production durable et une consommation durable, et aussi accroître leurs revenus, donc la croissance économique. Et là, c'est comme je disais avant, ça va réduire aussi des pertes d'aliments. Et quand on veut parler de villes et communautés durables là-bas, il faut voir comment est-ce que nous gérons aussi certains déchets d'aliments, les récoltes que nous faisons, comme on le fait avec Nukitech. Donc, l'apiculteur n'a plus besoin vraiment de dépenser beaucoup pour avoir beaucoup. Mais plutôt, certains apiculteurs qui n'ont pas accès peut-être à leur champ peuvent contrôler leurs riches à distance. Et là, ça permet aussi d'accroître leurs revenus et aussi de consommer d'une manière durable, comme je le disais tantôt.
toujours en parlant de développement des ODD, la lutte contre les changements climatiques, qui est un fléau qui attrape et qui contraint beaucoup de femmes pour le moment. Nous, les femmes entrepreneurs, nous sommes plus victimes de ces fléaux et de ces changements climatiques parce que souvent, nous sommes d'accord ensemble que nous qui sommes dans l'agro-industrie, nos matières premières proviennent souvent de zones rurales, mais qui ont malheureusement été impactées et très plus que même nous, ici en ville. Et là, ça perturbe et ça a un impact considérable sur nos coûts de production et voire même certains denrées alimentaires. On a même difficile de les retrouver sur le marché. Et là, nous devons créer ces liens entre l'homme, le sol et les animaux, telle que l'approche que nous faisons, nous, en tant que Grécom, avec l'apiculture régénérative, comme je le disais même avant, où on intègre tous les aspects, et à part juste la production qu'on peut voir, nous intégrons aussi les aspects, je disais, de la gestion des eaux, de la santé du sol, la biodiversité. Et là, ça permet à ce que nous puissions prévenir ou bien réduire les impacts du changement climatique sur notre biodiversité et ainsi sur les plans commerciaux, si je peux dire, nous aurons aussi on aura aussi des produits sur les marchés qui auront un impact aussi considérable du point de vue économique. Et aussi la vie terrestre, comme je le disais, c'est la façon dont nous, étant que femmes entrepreneurs, nous gérons tout ce qui est autour de nous, je vais dire les animaux et tout ce qui est avec comme biodiversité. Et pour y arriver, nous devons faire aussi certaines plaidoyers. On ne doit pas seulement s'arrêter sur les bénéfices, donc les prix d'achat, prix de vente et les bénéfices, comme souvent on le sous-entend. Une femme entrepreneur peut aussi aller au-delà de ça, faire de plaidoyer sur certaines actions qui ne nous permettent pas de jouir ou d'atteindre nos objectifs et pourquoi pas aussi s'imprégner et être actrice de ces changements. Dans quelle mesure, par exemple, s'impliquer même dans certaines lois et dénoncer certaines pratiques qui sont contre nous, qui ne nous favorisent pas dans l'accomplissement de notre devoir, de nos métiers. Par exemple, comme il a été fait certainement lors de la dissémination de lois en entrepreneuriat, où nous avons parlé plus haut que la femme aussi a le droit de travailler. On a même enlevé l'autorisation maritale qui était autrefois, qui empêchait la femme à travailler. Donc, elle devait d'abord demander à l'homme la permission. Mais pour le moment, avec la loi à l'entrepreneuriat qui est déjà sur pied, nous avons le plein droit de travailler sans pour autant avoir l'autorisation maritale. Et là, c'est grâce aux certains plaidoyers, c'est grâce à certains activistes qui se sont mis ensemble pour que cette loi soit bannie et d'autres lois qui sont aussi dans l'entrepreneuriat qui permettent que les femmes puissent jouir pleinement des activités entrepreneuriales. Et là, pour nous, vous comprenez que c'est encore une autre opportunité que nous, les femmes, nous devons jouir et voir comment vraiment les capitaliser d'une façon et d'une autre. Et comment nous faisons pour y arriver? Nous créons des partenariats publics-privés. Nous créons des partenariats avec le gouvernement, nous créons des partenariats avec les ONG, en fait que nos activités soient d'une façon durable et ça puisse contribuer aux générations futures. Et c'est dans cet angle que j'invite même certaines femmes qui me suivent à cette ère de voir dans quel sens leurs activités, leurs projets et peuvent s'aligner derrière les objectifs de développement durable. Parce que souvent, franchement, j'ai compris avec plusieurs coachings que je fais avec les femmes que vraiment les femmes n'ont pas encore compris comment est-ce que, même une simple question, on demande à une femme, comment est-ce que ton projet est dans quel objectif de développement durable, ça s'aligne derrière quel ODD. Les femmes ont difficile vraiment de dénicher où est-ce que moi je fais, qu'est-ce que moi je fais pour contribuer à tout ce qu'on me dit comme objectif de développement durable. Pourtant, nous les femmes, nous contribuons vraiment à 70% aux objectifs de développement durable, mais c'est à nous de le montrer et de voir dans quelle mesure accentuer encore nos efforts plus et pour que nous puissions vraiment répondre efficacement à ces objectifs de développement durable qui sont pour nous une opportunité et que j'appelle aussi que tout le monde doit s'approprier parce que c'est une action qui commence par l'individu pour aller maintenant à la nation. Et c'est par là même que j'encourage les activités comme les initiatives de Huawei qui
amène les femmes à avoir des opportunités comme ça, où ils seront formés et ils seront outillés vraiment comme il se doit, en fait qu'ils puissent s'aligner derrière les ODD. Et cela, ça sera bénéfique, non pas seulement pour leur entreprise, mais c'est pour la nation et pourquoi pas aussi pour le monde entier. Je vous remercie pour votre attention et vos questions ainsi que vos suggestions sont les bienvenues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Déborah, pour votre exposé. Vous nous aviez encore parlé. Vous nous avez dit que nos projets devaient cadrer avec les objectifs du développement durable. La fois passée, on avait été formé sur l'utilisation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Mais aujourd'hui, voilà que nous venons d'ajouter quelque chose de très important. Les femmes viennent de savoir que leur projet devrait vraiment s'aligner derrière les objectifs du développement durable, mais aussi elles sont concernées par le changement climatique. Et en ces instants, comme vous l'avez bien dit, les questions sont les bienvenues. Nous demandons à toutes les femmes qui ont les questions, les femmes entrepreneurs, qu'elles soient à Goma, à Kinshasa ou à Lubumbashi, à Bukavu, si vous avez quelques questions, vous allez les poser. Je vous signale déjà que notre deuxième intervenante est en ligne avec nous, Madame Soraya. Nous vous saluons déjà. Merci. Et voilà, en attendant qu'elle puisse prendre parole, nous allons inviter toute personne qui a une question par rapport à l'exposé de Madame Déborah Nzarubara de lever sa main et poser sa question. Bienvenue, soyons un peu plus expéditifs. Y a-t-il une question? Oui, il y a une question. On n'entend pas. Allô? Oui, il y a une question par ici, à Kinshasa. Ah, à Kinshasa, d'accord. Merci, Madame Devine, exposé. Alors, on va parler du... Et vous avez également dit dans notre projet de langue, nous devons rendre compte du changement climatique. Alors, moi, personnellement, je suis en train d'œuvrer dans le secteur agricole. Je suis dans la production de légumes et fruits. Alors, ma question, c'est de savoir, dans la production, dans l'exercice de notre activité, est-ce que l'apport de, merci, l'apport des engrais chimiques, par exemple, comme NPK, est-ce que ça a un impact considérable sur le changement climatique? Alors, parce que nous savons que, personnellement, je sais que l'apport de ce produit, ça vient juste un peu booster la croissance de plantes et autres. Alors, est-ce qu'une application excessive ou judicieuse aura encore minime, aura de l'impact sur le climat encore? C'est un peu ça ma question. Merci. Bon, désolée pour les sons, c'est un peu... je ne sais pas si on peut revoir un peu. Madame Déborah, est-ce que vous avez capté quelque chose? Oui, j'ai quand même capté quelque chose. Je ne sais pas si je peux répondre d'abord comme je l'ai écouté ou bien, je ne sais pas. Je pense que vous aviez demandé par rapport aux engrais chimiques que vous mettez parce que vous êtes aussi dans l'agroalimentaire, les engrais chimiques que vous mettez pour booster votre production. Je Oui. pense que c'est comme ça. Alors, j'aimerais savoir parce que j'ai quand même bien fréquenté certaines paysannes qui utilisent ces produits-là de manière exagérée ou encore non contrôlée. Alors, j'aimerais savoir si l'utilisation de ces produits, même de manière minime, tout en tenant compte de l'environnement, est-ce que si on utilisait cela de manière un tout petit peu minime, histoire simplement de booster la production, est-ce que ça aura également un impact négatif sur l'environnement, si je peux dire comme ça? Exact. Oui, oui, madame. En fait, comme nous parlons derrière les objectifs de développement durable, vous allez comprendre avec moi que l'usage de pesticides chimiques, c'est parmi les causes qui ont fait à ce que beaucoup de nos sols, pour le moment, puissent être dégradés. Et c'est dans les mêmes objectifs même que nous disons qu'au lieu de manger aujourd'hui, souffrir pour 10 ans, vaut mieux manger lentement aujourd'hui en fait de vivre encore 1000 ans. C'est ça le principe que nous autres, nous utilisons. Et là, c'est pour cela que nous primons
nous encourageons les agriculteurs à utiliser plus l'agriculture résiliente au changement climatique. Ça veut dire quoi? Et nous utilisons des biopesticides et ça permet d'autres techniques que je vous invite vraiment, quand on aura des formations avec Grécom que nous dispensons, à être attentif pour suivre comment tu peux booster ta production avec des biopesticides et sans nuire et sans impacter même à la destruction de notre sol. Parce que et engrais biologiques, et même aujourd'hui, je pense que si nous sommes derrière ces actifs, c'est pour voir à quelle mesure nous pouvons produire aujourd'hui et continuer à produire même pour les générations futures. Mais vous êtes d'accord avec moi, si aujourd'hui nous sommes en train de souffrir de certains endroits appli accès une faible production, c'est pas qu'on a utilisé ces engrais chimiques et pour le moment, on ne peut plus produire sur place et là, nous sommes maintenant dans les œuvres de restauration. Donc, pour moi, je n'encourage pas l'usage de ces, je peux dire, des pesticides chimiques, mais plutôt des engrais biologiques qui sont à la disposition des GRECOM et d'autres acteurs qui sont dans la lutte à ce qui concerne le changement climatique. Donc, ce n'est pas bon si on veut vraiment s'aligner derrière les objectifs qui sont durables et aussi produire d'une façon durable pour une consommation durable. Voilà, merci beaucoup, Madame Déborah, pour cet éclaircissement. Il y a une autre question pour peut-être les femmes entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur de l'agriculture ou je ne sais, de l'environnement. Mais vous pouvez aussi poser des questions concernant l'expérience de Madame Déborah étant qu'entrepreneur. Même si vous n'êtes pas dans ces deux domaines-là, vous pouvez toutefois être à l'aise de poser une question qui vous remonte à la tête. Vous êtes vraiment les bienvenus. S'il y a une autre question, on peut y aller. Bonjour à tous, c'est Tasia Bonjour. depuis Kinshasa. Ma question, c'est par rapport au partenariat que vous avez pu créer. Est-ce que c'est grâce à l'ASBL ou c'est par rapport seulement à l'entreprise, aux activités de l'entreprise? Et par rapport à ça, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre expérience, quand vous avez commencé et comment ça aboutit à des partenariats formels. Pardon pour la voix. Ok, merci beaucoup, mademoiselle, je ne sais pas madame. En fait, comme je vous disais, ce n'est pas l'ASBEL, même je n'ai pas d'ASBEL, en fait. Je ne suis pas fan vraiment des ASBEL. L'autre là que je vous ai parlé, c'est une coopérative aussi. Mais le partenariat dont je vous ai parlé, c'est pour Grécom, c'est pour l'entreprise Grécom. On a signé même un accord avec le gouvernement avec le projet Nukitech qui va être à mesure de faire l'identification des acteurs de la chaîne de valeur apicole en RDC, qui est peut-être à Kinshasa. Vous allez voir à un certain moment certains hommes circuler avec les téléphones en train d'enregistrer les apiculteurs. Donc, c'est vrai avec l'entreprise qu'on a fait certains partenariats avec plusieurs organisations. Et ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Nous sommes des entreprises, nous ne sommes pas des ONG, où chacun voit là où il peut gagner, et moi là où je peux gagner, et pour aussi des fins sociales, économiques, comme je peux dire socio-économiques. Et en ce qui concerne mon parcours, c'est un peu rigolant parce qu'on a un long parcours en entrepreneuriat et c'est là même que je vous dis aussi d'être vraiment patient, d'être persévérant et surtout d'y mettre de sérieux. D'y mettre de sérieux dans ce que nous faisons, petit que soit-il, que tu donnes, qu'on sent qu'il y a de l'énergie, qu'on sent réellement que tu travailles sur un domaine qui te passionne, tu travailles sur un domaine que tu aimes et surtout, apporter une solution à un problème. Ça, j'insiste parce que quand toi-même tu crois que réellement tu as travaillé, tu as senti que c'est un problème que tu veux résoudre, franchement, tu ne lâches pas. Et il y a aussi certains défis au foyer qui peuvent exister, mais que cela ne puisse pas empêcher nous, les femmes entrepreneurs, de foncer parce que beaucoup de femmes ont abandonné, non pas parce qu'ils n'avaient pas les capacités, parce qu'ils n'avaient pas, surtout avec les défis en tant que femme au foyer, ce n'est pas facile, mais souvent aussi avoir la grâce d'avoir aussi un homme qui t'accompagne, ou bien même si tu es encore jeune fille, avoir comment faire à ce que ton homme puisse aussi, je peux dire, adhérer à ta vision. Ça fait partie aussi des grandes chances que tu puisses aussi partir avec ta vision partout où tu y as. Pour le moment, j'ai des contrats avec la BAD, je travaille avec la Banque mondiale, l'UFC,
Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut venir tic-tac. Donc, on a tout un parcours qui demande la persévérance, le courage, surtout la passion sur ce que tu fais. Parce que si on n'est pas passionné dans son activité, les risques d'abandonner sont énormes dans l'entrepreneuriat, que des fois même on peut abandonner. Il y a aussi le sens du risque parce que pas mal on a pris de risques. Quand on s'engage à prendre un crédit, c'est un risque. Et donc tout ça, ça fait partie du parcours des échecs et des réussites qui font à ce qu'à un certain moment, on sent que plus ou moins, si on n'est pas encore arrivé là où on veut, mais quand même on sent un équilibre. Avant, j'avais personne dans mon entreprise. Pour le moment, j'engage 9. Vous voyez que vraiment, on a aussi créé de l'emploi, comme je l'ai dit tantôt. Et pour moi, je dis que quand on crée de l'emploi, on crée vraiment des sourires dans les maisons des autres et on crée de l'avenir. Et pour nous, c'est une grande chose qu'on doit privilégier en tant que femme entrepreneur. Merci. J'espère que Kinshasa est satisfait. Mais J'ai bon, une question. Une il y question a une toujours. question. Oui. D'ac- D'accord, vas-y, vas-y, madame. Madame Deborah, étant qu'entrepreneur et dans le secteur de l'agroalimentaire, j'aimerais un peu avoir votre rapport à ceci. Quel statut juridique choisir pour son entreprise tout en sachant qu'on est en train d'œuvrer dans le secteur agricole pour éviter un peu tout ce qu'il y a comme fiasco de gauche à droite? Merci beaucoup. Ok, merci pour cette bonne question. Oh, vous avez, je pense que c'est une grande opportunité. Si vous êtes encore au début, je ne sais pas, mais avoir ces formations, c'est pour moi une opportunité que nous autres, peut-être, on n'avait pas eu. Si je veux parler des statuts juridiques, ça va au-delà peut-être des, par rapport aux attentes de l'entreprise, parce que chaque entrepreneur, quand il commence une activité, chacun a sa vision. Peut-être que ma vision, peut-être que c'est une entreprise familiale que j'aimerais que tout le monde intègre, bon, ça dépend. Peut-être que ma vision est peut-être que je vais me désassocier pour que moi-même, je ne saurais pas, mais avec les autres, et je peux peut-être me relever parce que peut-être je n'ai pas le moyen X, mais l'autre a le moyen Y, et peut-être que moi, je n'ai pas ça, et ça va faire à ce que l'idée ne reste pas juste dans ma tête, mais que je puisse la partager aux autres, et en fait de compte, nous pouvons nous relever à avoir quelque chose. Et ça, vraiment, en termes de statut juridique, je me réserve un peu parce que je me dis vraiment c'est un choix personnel qui regarde plus la vision qu'un entrepreneur. Par exemple, j'ai une entreprise qui est établissement et une autre qui est dans le SARL. Donc, quand je parle de l'établissement, juste au début, c'est parce que je n'avais pas peut-être assez d'informations, mais on a évolué comme ça. Vous connaissez vous-même, je pense qu'on vous a déjà enseigné les risques qu'il y a entre un établissement, quand on est un établissement, les risques qu'il y a qui sont liés à ta personne en tant qu'entrepreneur. Donc, l'entreprise et toi sont liés qui ne sont pas aussi faciles. Surtout quand on est entrepreneur, on est invité à prendre des grandes décisions, peut-être même des décisions qui demandent même beaucoup de moyens. Et là, il faut peser cette décision parce que c'est lié à tes avoirs, à ta patrimoine, quelque chose qui est aussi, qui n'est pas aussi à négliger. Donc, c'est important d'y réfléchir deux fois. J'ai aussi un SARL. Pourquoi une SARL? Parce que là aussi, ça m'a permis, en fait, avec beaucoup d'efforts, quand on comprend les choses, parce que ne vous trompez pas, l'entrepreneuriat, c'est les échecs qui font à ce qu'on soit aussi forte ou fort. Donc, on a compris que là où nous partons, c'est encore très loin. Et peut-être il y aurait d'autres personnes qui aimeraient aussi emboîter la vision. Et à l'emboîter la vision, ils peuvent apporter X ou Y apport. Et pourquoi ne pas ouvrir maintenant l'entreprise aux autres personnes aussi qui peuvent avoir peut-être l'apport matériel ou immatériel, en fait que la vision soit plus grande, comme je le disais tantôt. Donc, vraiment, là, je vous laisse aussi les choix de réfléchir et de mettre tous les... donc, de faire une analyse sorte, donc, les forces et les faiblesses de chaque... Et aussi de voir à quel plaisir, qu'est-ce que je peux choisir et ce qui va m'amener loin et avoir le temps de suivre des formations telles que vous le faites avec ce programme d'AOE. Voilà, merci beaucoup. Il y a d'autres dames qui sont en train de poser leurs questions dans les chats, Madame Deborah, des questions qui vous Attends, juste. concernent. Bon, j'espère que vous pouvez juste répondre aussi dans le chat, le temps que nous Ah pouvons oui. gagner le temps. Oui.
le temps que nous puissions gagner le temps et accueillir Madame Soraya qui doit aussi intervenir parce que le temps file, hein. Le temps file. Je vais faire une brève présentation de Madame Soraya. Elle est une des directrices chez Anser RDC. Anser RDC qui est une agence nationale d'électrification créée principalement pour servir de levier d'accélération de l'électrification rurale. Madame Soraya est aussi entrepreneur dans la gestion et la valorisation des déchets. Donc, elle va plus nous en parler dans son speech. Voilà qu'aujourd'hui, nous serons vraiment entrés dans le domaine de l'environnement. Alors, Madame Soraya Aziz Suleiman, à vous la Voilà, parole. merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suppose qu'il y a des hommes aussi. Merci pour la présentation. Donc, je suis Soraya Aziz Suleiman. Aujourd'hui, je suis directrice de partenariat et de communication chez Anser. En parallèle, je suis aussi femme entrepreneur, même si ce n'est pas à ce titre-là spécifiquement que je me présente devant vous aujourd'hui. J'ai une entreprise de valorisation des déchets plastiques et sous le même, enfin, c'est une grande entreprise avec deux branches, une branche pour la valorisation des déchets plastiques et une deuxième branche pour la création, excusez-moi, il y a juste un message qui est entré dans les chats, une deuxième branche pour la production des foyers améliorés. Ce sont des bras zéro avec de l'argile qui permet de conserver la chaleur donc, dans les cuissons propres. Et ça aussi, ça a un lien avec l'environnement parce que ça permet d'utiliser moins de makala et donc moins de déforestation et moins de pollution et tout ça. Et comme j'ai dit, en parallèle, je suis directrice des partenariats et des communications chez Anser, l'Agence nationale d'électrification rurale. C'est une agence du gouvernement qui a été mise en place il y a quelques années, 4 ans exactement. Et aujourd'hui, on a réussi à se hisser dans l'écosystème des institutions congolaises à un rang assez élevé. Juste pour un petit exemple, dans la campagne présidentielle qui vient de passer, le président de la République a fait 54 meetings et dans les 54 meetings, il a cité l'ANSER 50 fois. Alors ça, c'est un indicateur de performance sur comment on est considéré dans l'écosystème. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler de la communication pour vous aider, parce que je crois que vous êtes en train de développer vos entreprises. La communication joue un rôle très, très important sur votre manière de vous positionner, que ce soit dans le marché, que ce soit dans la levée des financements, que ce soit auprès de vos clients, auprès des bénéficiaires, et de positionner votre entreprise généralement dans l'écosystème dans le contexte socio-économique congolais. Alors, au bout de cette conversation, parce que je voudrais vraiment que ça soit interactif, si vous avez des questions, écrivez-les au fur et à mesure et on va y répondre soit pendant ou soit à la fin, mais vraiment n'hésitez pas à écrire pendant que je suis en train de parler. Je voudrais qu'au bout de cette conversation, vous soyez à mesure de communiquer de manière, on va dire, intelligente. Ça ne veut pas dire que vous communiquez de manière bête aujourd'hui. Ça veut juste dire que vous communiquez d'une manière stratégique sur qui vous êtes, vos opérations et qu'est-ce que vous cherchez à travers cette communication. Parce que vous allez le voir tout à l'heure, la communication peut servir à plus d'une chose pendant qu'on communique. Alors, on va répondre aux questions classiques qui permettent de définir une stratégie, c'est-à-dire pourquoi communiquer, de quoi parler dans sa communication, et puis quelles sont les cibles. Ensuite, quand communiquer et quand ne pas communiquer. Et enfin, quel est le contenu de la communication, de quoi on parle dans la communication. Quand on parle de communication, plusieurs personnes vont directement sur de quoi on va parler, mais ça, c'est vraiment le dernier point de votre plan de communication. Je vous encourage à prendre des notes parce que si vous prenez des notes en ayant en tête le business que vous avez, à la fin de cette conversation, vous devriez pouvoir avoir au moins un squelette de comment vous allez faire votre plan de communication. Alors, la première question, pourquoi communiquer? On communique généralement pour être connu du grand public. Okay? On ne communique pas
tout de suite pour augmenter ses ventes, on ne communique pas tout de suite pour attirer des investisseurs ou bien attirer des bailleurs des fonds ou bien trouver les bonnes personnes qui vont venir travailler avec vous. Cela viendra naturellement comme conséquence, mais on communique d'abord essentiellement pour être connu du public. Il y a des gens qui dépensent des millions dans leur budget marketing alors même que leur stock est vide. Il y a des gens qui communiquent sur certains produits. Il y a des gens qui communiquent dans des pays musulmans sur la vente de l'alcool, alors même que pendant le mois de Ramadan, les ventes d'alcool sont interdites dans les pays dans lesquels ils opèrent, mais on continue à communiquer. Pourquoi? Parce que c'est important au moment où les gens vont éprouver ce besoin ou ressentir ce besoin d'accéder aux produits ou aux services que vous vendez, que votre nom soit le premier qui vienne en tête. Donc, quand on communique, c'est d'abord pour que ces personnes-là sachent que vous existez et qu'ils intègrent votre existence dans leur parcours. Si ce sont des bailleurs des fonds, qu'ils sachent que nous pouvons travailler avec tel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout de suite travailler avec vous, mais qu'ils incluent dans leur programme le fait que tel existe. Ça doit être ça, la base de votre communication. Après, on peut affûter par rapport à tel ou tel autre besoin spécifique. Alors, chez Anser, par exemple, on communique beaucoup. On a un très grand budget de communication. On communique même avec la population locale, alors même que ce n'est pas la population locale qui achète. Anser, on ne vend rien, en fait. L'agence pour laquelle je travaille ne vend ni produit ni service. C'est une agence du gouvernement qui doit mettre des services à la disponibilité de la population. Nous finançons certains services, certaines entreprises, mais on communique énormément que la population sache que nous existons, pour que les autres agences du gouvernement avec lesquelles nous travaillons, que les bailleurs des fonds, les partenaires techniques et financiers sachent, alors même qu'il n'y a que le gouvernement congolais qui nous finance. Alors, quel est le contenu de la communication? C'est ça la deuxième question. Une fois qu'on communique pour que les gens sachent que vous existez, et peut-être je vais d'abord revenir sur cette partie de communiquer pour que les gens sachent exister. Il y a une dimension très importante qui s'appelle le branding ou qui s'appelle comment dire, la marque ou l'identité de ce que vous représentez. Et ça, c'est une partie très importante, surtout pour ceux qui viennent de commencer maintenant. Et quand je parle de la marque, je ne parle pas seulement du logo. Oui, le logo est très important. Et le logo ne doit pas forcément raconter votre histoire, hein. Il ne faut pas qu'à travers votre logo, on puisse voir que vous êtes une agence qui produit ceci et qui fait cela. Non, quand on regarde une marque comme Coca-Cola, rien ne dit qu'ils vendent de la boisson, et pourtant c'est une marque de boisson, une des plus grandes. Quand on regarde une marque comme Peugeot, rien ne dit que c'est pour des véhicules. Quand on regarde la marque Novotel, rien ne dit qu'ils sont dans l'hôtellerie. Il faut juste avoir un logo qui soit unique, qui soit facile à retenir et qui marque l'attention. Quand on regarde Anser, on ne dirait pas tout de suite qu'ils sont dans l'électricité, et pourtant c'est ça la marque. Mais aujourd'hui, quand on voit ces couleurs, on sait tout de suite savoir qu'il s'agit de telle entreprise. La marque, c'est aussi la culture de l'entreprise. Il y a certaines marques, quand on les voit, on sait que ça c'est sérieux. Il y a certaines marques, quand on les voit, on sent que ça, c'est chaud, c'est chaleureux. Il y a certaines marques, quand on les voit, on sent que ceux-ci, ils sont très professionnels. Donc, il faut avoir toujours, et les couleurs que vous choisissez pour votre marque peuvent aussi envoyer ce type de message-là. Quand votre logo il est encombré, on a tout de suite l'impression que pas synthétiser, que vous ne savez pas faire un résumé votre idée et que vous êtes un peu éparpillé. Donc, il faut faire très attention. Je pourrais parler toute la journée sur la marque et je serais très heureuse d'en discuter avec certaines d'entre vous en privé. Alors, la deuxième question, c'est de quoi on parle? De quoi on parle? Et là, il y a plusieurs choses dont on peut parler. Et c'est toujours en fonction des cibles, hein. La première chose dont on pourrait parler, comme on a dit, c'est faire connaître son existence. Et si vous voulez faire connaître votre existence, alors là, il faut parler de d'où est venue l'idée, quelle est votre vision, quelle est votre mission, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre, quels sont les types d'activités que vous avez mis en place pour atteindre ces objectifs et tout ça. Si vous voulez communiquer pour lever des fonds, bien sûr, il y a une petite partie de qui vous êtes que vous devrez mettre ensemble. Et au moment où vous parlez de qui vous êtes, parlez des
individus qui sont derrière, parce que vous voulez qu'on vous donne de l'argent et on veut savoir à qui on donne cet argent. Donc, dites combien d'argent vous avez géré par le passé, individuellement ou bien au sein de l'entreprise qui vous emploie ou au sein de l'entreprise que vous mettez en place. Donner des détails sur chacune des personnes, comment elle a eu à gérer des portefeuilles. Collectivement, vous avez géré un portefeuille de combien, même si votre entreprise est jeune et qu'elle n'a jamais géré de l'argent. Vous pouvez dire, par exemple, que moi, dans mes fonctions passées, j'ai géré autant, mon directeur financier a eu à gérer autant. Communiquez sur les outils des gestions financières que vous mettez en place, etc. Si vous parlez à des potentiels bailleurs de fonds qui sont des agences internationales, des agences de l'ONU, par exemple, mettez l'accent sur les objectifs du millénaire parce que c'est le type de langage qu'ils comprennent. Mettez l'accent sur votre responsabilité sociétale. C'est vrai que tout le monde a une entreprise pour se faire de l'argent, mais là, c'est pas très important de mettre l'accent sur combien d'argent vous allez faire. C'est important de mettre l'accent sur le fait que si on vous donne autant d'argent, vous n'aurez plus besoin d'argent après parce que vous avez une politique en place qui permet de fructifier et de le réinvestir à chaque fois. Parler de cette éthique, mais ils sont plus intéressés par seront impactés, combien d'enfants seront impactés, quels sont les emplois que vous allez créer, quelle est la pollution qui sera évitée grâce à votre projet, ou bien comment vous gérez avec des enfants, voir quels sont les objectifs des agents. Ils disent en 10 ans, on veut réduire la pauvreté d'autant. Vous pouvez définir dans votre mécanisme de communication quels sont les mécanismes. D'abord, vous commencez par rappeler pour qu'ils sachent que vous savez quels sont leurs objectifs et vous dites comment vous êtes aligné par rapport à leurs objectifs. Ça vient tout de suite en lien avec le point suivant qui est à qui vous parlez. Comme vous pouvez le voir, la cible va déterminer le message. Et pour avoir votre cible, vous devez faire une cartographie des parties prenantes. Cette cartographie de parties prenantes prend en compte d'un côté, donc c'est un tableau croisé avec un axe les ordonnées et les axes. Donc vraiment, on peut voir quel est l'intérêt que cette personne a à savoir ce que vous faites, mais aussi quelle est l'influence que cette personne a dans le domaine dans lequel vous travaillez. Voilà les deux facteurs importants au moment où vous communiquez avec une personne. C'est-à-dire un ministre provincial, on voit l'exemple de Nyuki, un ministre provincial de pêche et élevage a une très grande influence sur ce que vous faites, parce que c'est lui qui définit la politique, il peut suspendre vos activités, mais il a peu d'intérêt dans ce que vous faites, dans la mesure où il a plusieurs autres acteurs qui travaillent presque dans le même secteur, presque dans le même domaine. Alors, quand vous discutez avec lui, ce que vous devez faire, c'est augmenter son intérêt dans votre activité particulière. Quand vous travaillez avec la presse, par exemple, la presse n'a pas une très grande influence sur ce que vous faites, parce que la presse ne peut pas décider qu'on octroie une licence à tel ou bien on retire une licence à tel, mais la presse a un très grand intérêt, surtout quand c'est une presse spécialisée, un journal qui parle de la pisciculture ou bien de l'aviculture ou bien de toute autre agriculture ou bien une presse qui parle de l'environnement, la sauvegarde de l'environnement. Elle est très intéressée par ce que vous faites et elle peut vous aider à faire connaître ce que vous faites, mais elle n'est pas forcément, elle a un grand intérêt, mais elle n'a pas une grande influence. Alors là encore, il faut cadrer comment vous augmentez leur influence par rapport à ce qu'ils font. Donc ces deux éléments sont à chaque fois que vous devez savoir qui est en face de moi, évaluer l'intérêt de cette personne dans vos activités, évaluer l'influence de cette personne. Alors, en fonction de ces deux critères, vous pouvez avoir une cartographie avec les priorités. Ceux qui ont en même temps de l'influence et de l'intérêt viennent au top. C'est avec vous commencez à communiquer. Et puis, tout en bas, ceux qui n'ont ni influence ni intérêt, eux, ils viennent en bas. Et quand vous faites votre budget de communication, quand vous répartissez vos ressources, même en temps, en termes de communication, il faut savoir qui vous mettez en priorité et qui vous mettez en seconde priorité. Alors, là, on a parlé de pourquoi c'est important de communiquer, on a dit de quoi on doit parler, on a dit à qui il faut parler, c'est-à-dire quelles sont ces parties prenantes. La prochaine
Le prochain point, c'est quand parler. Alors, en termes généraux, pour tous les jours, on communique sur son existence. Nous sommes là, nous existons, nous sommes dans tel domaine, voici nos activités. Ça, c'est une communication que vous devez avoir en permanence. Et parce que vous avez cette activité en permanence, ne mettez pas beaucoup trop d'argent dans cette activité-là. Parce que c'est de l'argent qui va tourner tous les jours. Vous devez communiquer sur ces questions. Vous pouvez, par exemple, créer vous avez sûrement un site Internet, vous avez des pages sur les réseaux sociaux, LinkedIn, d'abord, parce que LinkedIn, c'est le réseau des professionnels. Ensuite, vous avez Facebook, vous avez Twitter. En fonction de votre activité, vous pouvez avoir Instagram, vous pouvez avoir... vous avez plusieurs types, mais les réseaux sociaux en général et les activités en ligne, ça vous coûte moins cher et ça peut être une activité continue. Une fois que vous avez développé votre message de communication, il reste là et à chaque fois que vous avez des activités, vous pouvez juste prouver que oui, nous sommes toujours dans les secteurs et vous continuez à communiquer. Le deuxième type de communication, c'est la communication au moment où vous avez des campagnes ou des promotions. Alors là, vous devez cibler et les personnes avec lesquelles vous communiquez et le message de communication. C'est-à-dire, si votre cible, c'est la jeunesse, vous devez savoir que la jeunesse est plus dans les réseaux sociaux. Si votre cible de communication, c'est les agences du gouvernement, par exemple, il faut savoir que c'est plus facile pour eux de passer par des journaux, de passer par la télé. Si votre cible de communication, ce sont les ONG, les agences internationales, c'est plus facile de trouver ces personnes dans des B2B, aller dans leur bureau, leur présenter un dossier de communication et parler avec eux et leur laisser des rapports et tout ça. Donc, le support de communication dépend énormément de votre cible de communication et du temps de communication. Ça, c'est la deuxième catégorie, donc pendant les campagnes. Et ces campagnes peuvent prendre jusqu'à 20 à 30% du budget de développement d'un produit. C'est-à-dire, quand vous développez un produit et que ce produit vous coûte $100 pour entrer dans le marché, prévoyez 25 à 30$ pour la promotion de ce produit ou la promotion de ces services. Ça va durer. Vous définissez le temps de votre campagne et n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels à ce moment-là. Je sais que vous avez des petites tailles, donc vous n'aurez pas forcément un directeur de communication que vous allez payer en tant que directeur. Mais pendant ce temps, vous pouvez chercher des alliances avec certains journaux, avec certaines radios, avec des influenceurs des réseaux sociaux, si vous-même, vous n'êtes pas déjà un influenceur, et vous leur donnez une certaine somme pour qu'ils communiquent sur votre produit ou votre service pendant une période donnée et vous documentez tout cela pour savoir comment ajuster au moment de votre prochaine campagne. Alors, le troisième moment où on communique, c'est la communication de crise. Et cette communication de crise, ne la faites pas seulement avec les professionnels de communication, faites-la avec toute votre équipe. C'est-à-dire, je reviens sur l'exemple ou bien parlons de mon cas personnel. Nous ramassons des déchets plastiques à travers la ville de Kinshasa. Nous acheminons ces déchets dans une usine, c'est des bouteilles en plastique, des bassins, des sachets, tout ça. On fait fondre ce plastique, on le mélange avec certains produits, dont du sable et d'autres produits chimiques, et on construit des pavés, et ensuite nous revendons ces pavés pour la construction des routes. Je vais donner un exemple simple. Supposons que l'usine prend feu. Si cette usine prend feu et qu'il y a des dégâts environnementaux, il y a certaines personnes qui se brûlent dans le processus. Il faut une communication de crise. À ce moment-là, ce n'est pas seulement le chargé de communication qui va parler, la personne qui a en charge l'usine doit apporter ses inputs. La personne qui est en charge de la sécurité doit apporter ses inputs. Le directeur commercial doit apporter ses inputs. S'il y a des personnes qui ont été brûlées, les chargés des ressources humaines doivent apporter ces inputs. Et au moment où on fait notre communiqué de presse, on doit prendre en compte tous les inputs. Donc, la communication de crise, c'est une communication qui est faite par tout le management, toutes les personnes impliquées, y compris parfois par les personnes avec lesquelles on doit faire ensemble cette communication de crise. Donc, sans communiquer, on peut trop communiquer si on met, toutes les 2-3 semaines, on a un communiqué de presse, ou bien on a des messages sur différents produits dans le même laps de temps et tout ça, ça
noie la communication. Et avant que les gens n'aient eu le temps de bien comprendre de quoi il s'agit, vous avez déjà apporté un nouveau message et ce message se noie. Donc, laissez le temps pour chaque communication de respirer, d'être bien assimilée. N'hésitez pas à reposter 2, 3 fois la communication. Par exemple, vous sortez votre press release aujourd'hui, 2 semaines après, vous le repostez sur vos réseaux sociaux et 2 semaines encore après, vous le repostez. Au bout d'un mois, cette communication a suffisamment respiré. Évidemment, il y a des communications qui peuvent aller plus rapidement et qui sont remplacées de nouvelles communications, mais à chaque fois, gardez en tête que chaque communication, on doit lui laisser suffisamment de temps pour être diffusée. Et maintenant, on vient sur comment communiquer. Alors, comment communiquer? Vous devez développer différents canaux de communication. J'ai touché tout à l'heure. Vous devez, vous, avoir en place, même si c'est vous-même, hein, vous devez avoir en place vos canaux de communication. Les premiers canaux de communication, surtout si vous n'avez pas de bureau, c'est d'abord votre site Internet. Parce que votre site Internet devient votre bureau. Quand les gens vous cherchent, ils doivent savoir où vous trouver. Et quand vous voulez que votre nom vienne en tête au moment où on fait la recherche, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans une conférence, vous lui dites, voilà, nous sommes Bissonabi, nous produisons des faits améliorés, il prend votre carte et la première chose qu'il fait, il va en ligne et il écrit foyer amélioré en RDC. Il va avoir une liste d'entreprises, une liste d'initiatives. Si votre nom ne figure pas sur cette liste d'initiatives, tout de suite, il se dit, j'ai affaire à quelqu'un qui se recherche encore. Alors, pour que votre nom soit à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle un référencement. Donc, il faut que Google vous identifie comme quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Il y a ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire plus les gens associent votre nom à cette activité, plus vous viendrez. Et pour le référencement naturel, à chaque fois que vous postez, utilisez un hashtag. Le hashtag, c'est la touche dièse de votre téléphone ou de votre clavier, suivi d'un mot-clé. Le hashtag de Lancer, c'est électricité pour tous. Le hashtag de Bisonabino, mon entreprise, c'est hashtag cuisson propre. Alors, à chaque fois qu'on a une communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre site Internet, on s'assure d'associer ce hashtag. Et même quand d'autres personnes postent sur ce sujet-là, on peut reposter, on peut partager cette communication-là en ajoutant le hashtag. Donc, on s'approprie leur communication et on ajoute ce hashtag. Et donc, quand quelqu'un va chercher avec ces mots-clés-là, notre entreprise va sortir en premier. Après, il y a ce qu'on appelle le référencement artificiel, contrairement au référencement naturel. C'est un référencement qu'on achète. C'est-à-dire, on paye Google pour que votre nom sorte en premier. Il y a une dame, une Kenyane que j'ai accompagnée dans sa communication. Elle n'a rien à voir avec ce dont nous parlons aujourd'hui, le climat, mais c'est une entrepreneur et elle vend des produits pour éviter les cancers, mais ce sont des produits naturels. Donc, elle est un peu dans la phytothérapie. Et elle a, pendant 3 ans, elle a aligné les hashtags. Aujourd'hui, quand on parle de fibromes en Afrique, il suffit d'écrire fibroids et son nom va ressortir parce qu'elle a su utiliser le hashtag, elle a su utiliser. Elle n'a pas un très grand capital, elle n'est pas la plus grande entreprise qui vend ce type de produit, mais elle a réussi à s'imposer comme une figure de référence dans le domaine. Donc, la première chose sur comment communiquer, c'est une fois qu'on connaît sa marque, une fois qu'on connaît son produit ou son service, utiliser le hashtag. Ça marche surtout pour le site Internet et les réseaux sociaux. Ça, c'est la communication en ligne. La deuxième chose, essayez de trouver des médias spécialisés. C'est-à-dire, quand vous voulez passer dans des journaux, pour les femmes, cherchez des journaux qui font la promotion des femmes. Si vous êtes dans l'environnement, essayez de trouver les journaux qui font la promotion de l'environnement. Parce que quand on va vous chercher, quand il y a des personnes qui cherchent vos produits, qui cherchent vos services, qui cherchent votre partenariat, elles ne vont pas aller sur YouTube. Elles vont aller chercher dans des journaux spécialisés parce qu'il y a des fortes chances pour qu'elles-mêmes, elles soient publiées dans ces réseaux spécialisés-là. Donc, essayez de trouver des journaux spécialisés, essayez de trouver des influenceurs spécialisés, essayez de trouver des télévisions ou bien des chaînes YouTube spécialisées pour parler de votre produit. Ne négligez pas le pouvoir des médias traditionnels, c'est-à-dire la télévision, les journaux et les radios, parce que ça reste le premier moyen de communication en RDC.
La pénétration Internet est seulement de 40%, avec peut-être 15% des Congolais qui sont sur Facebook, seulement 5% qui sont sur Twitter, même si c'est un outil puissant de mobilisation politique, mais ça reste 5% de la population. Par contre, 90% de la population congolaise suit la radio. Donc, si votre cible de communication pour votre campagne, c'est la population congolaise, c'est là qu'il faut aller. Il faut passer par la radio. Si votre cible de communication, ce sont les hommes politiques, alors là, vous allez aller sur Twitter. Si votre cible de communication, ce sont les agences gouvernementales, par exemple pour Newki, essayez des médias comme Environews. Si votre cible, c'est la levée des fonds et des capitaux, essayez des médias comme Zoom Echo. Il y a toujours des médias spécialisés. C'est vrai que les médias qui parlent de politique sont les plus connus parce que les Congolais et la population en général, pas seulement au Congo, partout, ils sont très intéressés par la politique et c'est une bonne chose. Mais quand il s'agit de vous et de nous, les entrepreneurs, nous avons des médias spécialisés dans lesquels nous pouvons aller et ça fait monter votre visibilité. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment et prendre certaines questions. Si vous voulez, je pourrais aussi partager mon expérience personnelle en matière de communication, où j'ai appris la communication, comment je communique, comment je vends, que ce soit pour Anser ou que ce soit pour mon entreprise privée. Mais là, je voulais rester un peu dans le gros pour vous permettre à vous, si vous avez gardé 5 points, je suppose que la plupart d'entre vous parlent anglais. Alors, on va faire un peu des mnémotechniques pour que ça soit facile à retenir. C'est-à-dire, why do you talk? What do you talk about? Who do you talk to? When do you talk? And how to talk to those people. Donc, ce sont les 5 points que j'ai couverts. Et si vous avez des questions, on va y revenir dans la séance des questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Madame Soraya, pour plus en détail concernant la communication. Les 5 questions très importantes lorsqu'on est en train d'élaborer sa stratégie de communication. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. On va y aller. Je vois déjà, il y a Madame Sandra Kabea qui est sa Oui. question dans le chat. Alors, la première question, c'est bonjour madame, quel rôle les femmes peuvent-elles jouer pour promouvoir un avenir durable? Non, ça, c'est pas pour moi. Bonjour madame, comment adapter la communication d'entreprise aux différentes cultures? Alors, c'est très important. Encore une fois, de la cible. Est-ce que vous communiquez pour lever des fonds et donc vous communiquez avec les personnes qui vous donnent l'argent pour faire votre activité, ou bien vous communiquez directement avec les personnes qui vont travailler? Alors, on commence par la première partie. Si vous communiquez pour qu'on vous donne des financements, on sait que le monde économique aujourd'hui est malheureusement encore largement patriarcal. Et donc, dans votre manière de communiquer, vous devez mettre en avant vos compétences en tant qu'entrepreneur. N'insistez pas trop sur le côté femme dans un milieu patriarcal. Pour eux, ça ne veut rien dire. Ils veulent savoir, est-ce que vous savez comment utiliser l'argent? Est-ce que vous allez faire des bénéfices? Voilà les choses sur lesquelles il faut mettre l'accent. Et surtout, éviter de mettre en avant le côté femme, sauf si cela a été spécifiquement demandé au moment de la levée des fonds. À ce moment-là, vous pouvez dire notre équipe est entièrement composée des femmes ou bien est composée des femmes à autant de pourcents, et vous alignez cela avec les objectifs durables, vous alignez cela avec l'inclusion de la diversité, trouvez les mots pour le dire. Mais comment dire, pour plusieurs personnes dans le milieu économique, le pouvoir, c'est quelque chose qu'ils veulent garder. Ils pensent que si une autre personne en face a du pouvoir, c'est-à-dire si une femme a du pouvoir, ça ôte le pouvoir de l'homme. Et donc, plus les femmes ont du pouvoir, moins les hommes ont du pouvoir. Mais évidemment, scientifiquement, cela n'est pas prouvé parce que le pouvoir, c'est pas comme de l'argent. Le pouvoir, c'est quelque chose de plus diffus et 2 personnes peuvent tout à fait être très puissantes au même moment. Alors, si vous communiquez avec la base et que moi, je travaille dans le secteur du développement, si je viens avec un projet qui renforce le développement des femmes dans une communauté, les hommes se sentent tout de suite un peu menacés et tout, souligner les avantages. L'avantage qu'on a en tant que femme dans nos types de projets, que ce soit pour nos bénéficiaires ou pour l'entreprise elle-même, est que le bénéfice que les femmes des entreprises, le bénéfice que les femmes tirent des entreprises est qu'il se répercute plus facilement au reste de la société que celui que les hommes
sortir de l'entreprise. Il est très facile pour les hommes de compartimenter leur travail, c'est-à-dire quand il est au travail, il est seulement au travail, et quand il rentre en société, il est seulement en société, alors que pour les femmes, c'est un peu plus fluide. Pour les femmes, une femme qui progresse professionnellement, c'est toute la communauté et tout le monde qui progresse de la même manière, parce que les femmes ont tendance à rediffuser. Il y a une étude du PNUD qui l'a prouvé. Quand une femme est impactée positivement, quand un homme est impacté positivement, c'est 2 à 3 autres personnes autour d'elle qui sont impactées, alors que quand c'est une femme, c'est jusqu'à 7 personnes autour d'elle qui sont directement impactées. Excusez-moi. Alors, ça, ce sont des choses à mettre en avant. Essayez de rassurer au maximum, respectez la culture dans laquelle vous allez, mais n'ayez pas peur aussi de challenger sans bousculer, mais apporter une nouvelle perspective, expliquer pourquoi c'est important que les femmes soient mises en avant. Alors, une deuxième question. Attendez, je me perds un peu. Oui, oui, en fait, il y a l'équipe de Lubumbashi, l'espace de Lubumbashi. Il y a une question. Oui, est-ce que je peux entendre la question? À part, Oui. oui, voilà. Quelle est la question de Lubumbashi? J'ai des questions. Alors, la première, c'était parler de quelques médias euh, par rapport à la communication, par rapport à notre cible. Et je n'ai pas très bien entendu quand vous avez parlé du réseau pour, dans le cas où on a besoin de faire une levée de fonds. Et Mhm. la deuxième question, c'est par rapport aux médias que vous nous proposez en tant qu'entrepreneur. Vous avez parlé de ça, vous avez dit qu'il il y a aussi des médias vraiment spécialisés pour ceux qui sont entrepreneurs. Alors, je ne sais pas si Mhm. vous en connaissez et que vous pouvez nous en citer pour Mhm. aller aussi là-bas au cas où nous ne connaissons pas. OK, merci, très bonne question. Alors, pour ce qui est de la levée des fonds, j'ai pas bien compris la question. Vous pouvez préciser exactement ce que vous voudriez que je clarifie? Vous avez cité un réseau où il faut aller communiquer quand on a besoin de lever des fonds. Non, mhm. Non. Non, je pense que on s'est pas bien. Ce que j'ai dit, c'est que là où on fait la levée des fonds, on a un plan, on a un business plan et on sait qu'avec ce business plan, je vais faire une levée des fonds. Vous n'allez pas prendre votre business plan et passer à la radio pour communiquer sur votre business plan, n'est-ce pas? C'est-à-dire, votre business plan, vous allez le tailler et le mettre dans un angle qui vous permette d'aller voir les bailleurs de fonds en fonction de votre domaine d'activité. Alors, soit vous ciblez ce qu'on appelle les PTF, les partenaires techniques et financiers, USAID, Banque mondiale, la Banque africaine de développement, KfW, GIZ, ce genre de personnes. Vous adoptez leur langage, vous allez les voir et vous discutez avec eux. Ou bien vous cherchez des investisseurs, c'est-à-dire des grandes boîtes qui cherchent des partenaires locaux pour exécuter leurs produits, leurs projets. Par exemple, vous êtes dans la télécommunication et vous voulez devenir un distributeur de Vodacom, vous allez tailler votre communication en fonction de cette audience-là et vous allez adopter leurs mots. C'est-à-dire, si vous voulez aller voir des personnes qui vont simplement mettre de l'argent parce qu'ils ont besoin de faire des bénéfices, vous devez mettre l'accent sur quels sont les bénéfices que vous allez faire. Par contre, si vous allez voir des organisations comme des agences internationales ou bien des missions diplomatiques, leurs objectifs, ce n'est pas forcément combien d'argent vous faites, bien que c'est à savoir qu'une fois qu'ils vous donnent autant, et pas chaque fois revenir pour qu'ils vous donnent encore de l'argent. Donc, ils veulent savoir c'est quoi votre modèle de durabilité. Donc, au moment de communiquer, vous n'allez pas dire voilà les bénéfices que nous allons faire, voilà le retour sur investissement, voilà le prix au coût et tout. Eux, c'est plutôt combien de personnes seront impactées et tout ça. C'est plutôt dans ce sens-là que je parlais. Alors, en fonction, évidemment, de votre entreprise, en fonction de ce que vous vendez, vous avez différentes personnes auxquelles vous allez vous adresser. On a plusieurs femmes. Je ne saurais pas entrer dans les détails de chacune de ces activités, mais je pense que chacune de vous a un mentor. Et donc, vous pouvez poser la question à votre mentor. Les mentors ont été parfaitement choisis. Je remercie d'ailleurs le programme pour ce choix de matching. Moi, là, je suis mentor d'une jeune fille exceptionnelle qui travaille
dans le domaine du recyclage des déchets plastiques. Et donc, je sens vraiment qu'avec elle, on peut bien échanger. Je lui partage mon réseau et tout ça. La deuxième question, si vous êtes un entrepreneur, quels sont ces communications, ces canaux de communication par lesquels vous devez passer? Alors, il y a un journal qui s'appelle Zoom Echo. C'est une startup qui monte assez rapidement. Ils existent depuis 4-5 ans. Ils ne communiquent que sur les activités économiques. Même quand ils parlent de politique, ils parlent de l'impact qu'une certaine politique sectorielle mise en place aura sur les activités économiques. C'est-à-dire, ils ne se perdent pas dans les histoires des élections, dans les histoires de scandales, de corruption. Ils savent qu'il y a beaucoup d'autres médias qui en parlent et c'est très bien. Eux, ils restent focalisés sur les activités économiques, quelle est la santé du secteur. Et donc, dans un journal comme celui-là, vous avez la chance de paraître à la une. Vous avez la chance que eux, ils viennent vous voir une fois que vous avez établi des contacts avec eux, parce qu'ils cherchent du contenu positif dans le domaine dans lequel ils opèrent. C'est plus facile d'avoir une bonne place pour communiquer. Si vous êtes dans le domaine de l'environnement, il y a un journal qui s'appelle Enviro News. Et ce journal Enviro News est spécialisé dans les questions d'environnement. C'est-à-dire, là-bas, on va voir toutes les politiques sectorielles en matière d'environnement. On va parler de la COP, on va parler du climat, on va parler de financements internationaux. Et souvent, ces personnes-là sont aussi en contact avec les bailleurs des fonds, ils sont aussi en contact avec les bénéficiaires, ils sont aussi en contact avec les agences du gouvernement qui accompagnent ce secteur-là. Donc, il faut choisir, par exemple, pour moi, une agence du gouvernement, la RTNC 3, c'est là que le gouvernement, RTNC 2, et RTNC 3, c'est là que les agences du gouvernement communiquent. C'est-à-dire, notre ministre des Ressources hydrauliques et électricité, quand il est devant sa télévision, il y a plus de chances qu'il soit à la RTNC 2 plutôt qu'à la RTNC 1, qui est la RTNC que tout le monde connaît avec les théâtres de chez nous, avec la culture, avec la musique et tout ça. Mais quand on va à la RTNC 2, vous verrez que ce sont des ministres qui passent et qui présentent leurs actions du gouvernement et tout. Et donc, quand une agence comme la mienne veut communiquer, c'est là qu'elle va aller. Quand je veux communiquer sur mon entreprise avec les cuissons propres, avec le recyclage des déchets plastiques, je communique énormément avec Enviro News, je communique énormément avec Zoom Echo. Alors, il n'y a pas que cela. En fonction de votre entreprise et en fonction de ce que vous faites, vous pouvez trouver même par exemple, Radio Okapi, ils ont plusieurs émissions. N'allez pas passer au débat alors que c'est une émission politique, alors qu'il y a des émissions qui se focalisent sur le développement et votre secteur d'activité est plus lié au développement. C'est ça que je voulais dire. En tant qu'entrepreneur, essayez de trouver un média spécialisé qui parle de ce dont vous voulez parler, quitte à ce que vous républiez ce que eux ils auront dit sur vous. Il y a aussi de plus en plus de médias. Je pense au Kivu, il y a Pour Elle Info, à Kinshasa, il y a la radio de la femme, pas au Katanga, je ne suis pas très familière avec les médias du Katanga, mais il y a des médias comme ça spécialisés sur les femmes dans les affaires. Et une fois que eux, ils ont communiqué sur vous, vous pouvez récupérer cet article et les partager avec les personnes du secteur pour dire, voilà, les spécialistes en communication du secteur reconnaissent notre apport, reconnaissent notre spécialité et ils nous ont mis en avant à travers cet article. Ça a beaucoup plus de sérieux que quand vous-même vous dites, voilà ce qu'on fait, les très bonnes choses que nous faisons, même si l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Il y a une autre question? Oui, il y a une autre question. Il y a Madame Justine Chabani qui voudrait savoir les types de médias selon l'activité. Donc, je crois que la question vient de trouver sa réponse déjà. Oui, oui. Alors, à part cette question, je ne sais pas si on peut ramasser une autre avant de clôturer cette séance de questions et réponses avec Madame Soraya, la deuxième. Je peux juste ajouter quelque chose en attendant que les gens posent des questions. Il y a des entreprises spécialisées dans l'accompagnement sur la communication. Alors, il ne faut pas que vous passiez la moitié de votre temps à préparer la communication alors que vous avez un business à gérer. Alors, il y a de plus en plus, surtout du côté de Kinshasa, mais en province aussi, des agences qui se spécialisent dans la communication. Ils viennent vous voir, ils passent 1 semaine, 2 semaines avec vous, parfois en ligne, parfois en présentiel. Ils comprennent exactement ce que vous faites et tout ce dont ils ont besoin, c'est une communication d'1 heure dans la semaine,
pas en un bloc, mais peut-être chaque jour, vous parlez pendant 5 ou 10 minutes et eux, vous sous-traitez chez eux toute la partie communication. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Je comprends que pour une une entreprise qui vient de commencer, vous n'allez pas vouloir beaucoup dépenser, mais je répète que l'impact qu'une bonne communication peut avoir sur votre business, c'est énorme. Les grandes entreprises, celles qui ont déjà décollé, incluent 30-40% de leur budget dans la communication. On ne mettra jamais assez l'accent pour lever les fonds, pour vendre vos produits. La communication est très importante. Et donc, il y a des entreprises, pour les startups, ça varie entre 200, 300, 400 dollars par mois. Et eux, ils s'occupent de tout. Ils gèrent votre site web. D'abord, ils vous forment sur la communication. Et pendant qu'ils vous forment sur 6 mois, eux, ils s'occupent de votre communication et progressivement, ils se retirent pour que vous gardiez avec eux des liens. Seulement quand vous avez des campagnes, vous pouvez les contacter. Mais pendant ces 6 premiers mois, ils vont s'assurer de faire votre référencement, ils vont créer votre site web, ils vont mettre en place tous vos services des réseaux sociaux, ils vont tweeter pour vous, ils vont poster pour vous, ils vont vous aider à faire vos photos, ils vont vous aider à faire votre logo et tout ça. Il y a de plus en plus d'entreprises. Je pourrais partager les éléments avec l'équipe AE qui va ensuite partager avec vous. Mais c'est quelque chose que je pourrais aussi recommander parce qu'en même temps, il vous aide à faire la communication pendant les 6 mois et il renforce vos capacités en termes de communication. Et puis, plus tard, quand vous grandissez, vous pourrez peut-être avoir un personnel dédié à la communication. Merci beaucoup, Madame Soraya. Y a-t-il une question? Parce que nous sommes en train déjà de clôturer la réunion. Nous sommes en train d'aller à 1 minute 30. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question par rapport à la communication ou Madame Soraya a été assez claire à ce sujet. On peut passer et boucler Il y a une dernière question. On dit comment on s'y prend pour distinguer son entreprise d'une autre qui offre le même produit. Alors, je pense que dans le business plan, on vous a parlé d'une étape qui s'appelle le niche, c'est-à-dire il y a un marché et dans ce marché, chacun cherche les segments. Quelle est la chose qui me démarque des autres entreprises? Ça peut être l'autre entreprise est plus grande et vous êtes tout petit. Ça peut être un désavantage, mais ça peut aussi être un avantage parce que quand vous êtes petit, ça veut dire que vous avez moins de clients à gérer et le service, il est plus personnalisé. Ça peut aussi être que votre produit est bio, alors que les autres produits le sont moins, ou bien votre produit est organique et les autres le sont moins. Cherchez vous-même dans votre business plan qu'est-ce qui démarque votre entreprise et vous devez absolument l'avoir avant de vous lancer dans le business, que ce soit votre produit ou votre service. Alors, des choses qui démarquent, ça peut être d'abord la qualité du produit lui-même. Ça peut être la production du produit. Est-ce que c'est un produit que vous achetez pour revendre ou bien un produit que vous produisez vous-même? Essayez de trouver une manière de le présenter intelligemment. Ça peut être l'impact socio-environnemental. 2 produits peuvent être les mêmes, avoir le même coût sur le marché, mais quand on dit que ce produit-ci permet de créer autant d'emplois et de réduire la pollution, tout de suite, le client va se dire, je préfère acheter celui-ci plutôt que celui-là. On peut aussi communiquer en termes de promotion. De dire, OK, les 2, vous en aurez un 3e. Ça, c'est un modèle de communication. Et donc, essayez de trouver qu'est-ce qui vous différencie des autres. Et surtout, si vous avez une bonne marque, votre marque communiquera énormément pour vous. Quand c'est une marque à laquelle on peut faire confiance, en général, on n'a même pas besoin d'ajouter d'autres éléments. Il suffit de dire ça, c'est telle marque, ça, c'est du miel du plateau des Batéké. Et tout le monde sait que le miel du Batéké, c'est un très bon miel. Il a un goût spécial. Le plateau des Batéké, c'est de l'agriculture sur brûlis. Donc, le miel, il vient avec un petit goût fumé et tout. Donc, communiquez sur ces éléments qui font de vous quelque chose de spécial par rapport aux autres. Trouvez cet élément spécial et mettez-le en avant. C'est difficile, encore une fois, de donner un conseiller dans le business où il est parce qu'il a senti qu'il y avait une opportunité que d'autres n'avaient pas encore vue. Alors, mettez l'accent sur cela et surtout parlez au cœur. Parlez au cœur, parlez aux émotions de la personne en face de vous. Faites-lui se sentir en confiance. Ou bien faites-le sourire par votre manière de communiquer. Ou bien rendez-le nostalgique
votre manière de communiquer. OK? Vous vendez, de la pâtisserie, mettez un peu de banane dedans. Ça va nous rappeler le Cambodge de notre enfance. Ceux de Goma savent de quoi je parle. Donc, essayez de trouver quelque chose qui parle au cœur et mettez-le devant dans votre manière de communiquer. Ça marche. Voilà, merci beaucoup, madame. J'espère que vous êtes aussi disponible hein, au cas où on voudrait vous contacter pour avoir plus d'éclaircissements. Je crois que Tout à fait, oui. Vous pouvez partager mon numéro WhatsApp et laisser un message, même si je ne réponds pas tout de suite, je vais trouver un moment pour répondre écrit. C'est plus facile que par appel. merci beaucoup, madame. Ça a été vraiment un très bel exposé, un très beau partage. Tout le monde a profité. Tout le monde a su comment est-ce qu'il doit communiquer, pourquoi, avec qui et quand est-ce que, il doit communiquer. Merci aussi à madame Deborah Nzarou Bara, qui a été aussi avec nous dans la première partie et qui nous a beaucoup parlé en ce qui concerne les objectifs de développement durable qui devaient être aussi parmi les sous-bassements de la création ou soit des objectifs de nos entreprises. Alors, nous sommes presque à la fin, mais nous allons laisser au coordonnateur des AORDC, M. Véridique Moussambani, il va devoir placer un mot pour encourager les femmes et après, nous verrons comment boucler la boucle de cette réunion. Voilà, merci beaucoup, Madame Annie. J'aimerais au fait, premièrement, remercier les intervenants du jour et à Madame Soraya et Madame Deborah. Malgré le fait qu'elles ont beaucoup de choses à faire, elles ont accepté de venir inspirer notre cohorte. Et je crois que nous tous sommes inspirés, y compris moi. Et voilà, donc enfin, je vais parler aux participantes. C'est aujourd'hui, en fait, la dernière séance de nos sessions Inspire-moi. J'ai aimé, en fait, votre participation active. Et j'espère que ces conseils et ces partages qu'on a eus avec une série de 5 à 6 personnes qui sont passées pour nous inspirer vont avoir un impact positif dans nos activités de tous les jours. J'aimerais enfin insister au fait sur le fait que la collection des plans d'affaires a été accompagnée par une série de questions. Donc, prenez soin de répondre convenablement à ces questions-là, parce que ces questions seront codées à la fois avec les plans d'affaires pour sélectionner les top firms qui seront à Kinshasa et aux États-Unis pour des formations supplémentaires. Donc, je vais finir par remercier les directeurs des espaces. Ils ont été avec nous depuis qu'on a commencé. Ils nous ont aménagé les salles. Ils ont fait en sorte que la technique marche. Et spécialement M. Gloire qui a aidé beaucoup dans le domaine de technique de création des liens et de s'assurer que tout se passe bien pendant les réunions. Donc, on va garder contact. D'autres programmes vous seront communiqués. Voilà, donc, essayez de prendre du temps pour répondre aux questions et, si possible, faites-les dans un fichier Word, partagez-les à vos mentors. Les mentors vont vous donner des feedbacks et après, vous allez maintenant soumettre avec vos plans d'affaires. Je n'avais pas beaucoup parlé et ce sera donc tout. Je remercie aussi Madame Annie pour la modération et je vais donc lui remettre la parole. Merci beaucoup, Madame. Merci, cher coordonnateur, pour les mots de remerciement à l'équipe des femmes, mais aussi aux spécialistes ou encore aux intervenants qui ont été vraiment efficaces. Et je crois que ça sera vraiment tout pour les séances en visioconférence. C'est d'aujourd'hui que nous sommes en train Après, à il faut que ce qui s'est passé donc, je remercie. le 11 septembre. Merci à Qu'est-ce qui s'est passé au Exactement. Exactement.